Très heureux d'être avec vous aujourd'hui à nouveau après le premier webinaire qu'on avait fait le 30 pour lancer le Giving Tuesday pour la planète. Donc on est au deuxième webinaire aujourd'hui pour donner un petit peu plus de champ, un petit peu plus de large pour parler des campagnes de fin d'année et puis même des stratégies de collecte pour 2026. Au programme, un retour d'expérience avec Alexis qui nous présentera la campagne des Justiciers de la Terre et ce qu'ils font, ce qui fait les recettes d'une bonne campagne de fin d'année. On discutera stratégie 2026 avec Céline et puis on prendra les questions évidemment que vous nous poserez au fur et à mesure. Vous avez le chat qui est disponible pour ça, on les prendra en fin de session et on prendra aussi les questions qui ont été posées entre le 30 et aujourd'hui, notamment trois questions qui nous ont semblait importante à relayer et à répondre sur les enjeux pour les campagnes de collecte du moment. Un petit mot sur moi rapide. Moi, je suis Éric Ploto, fundraiser depuis une quinzaine d'années. J'ai travaillé principalement en agence. J'ai dû accompagner une centaine de structures, petites, grandes, toutes causes, grand public, grand don, mécénat, principalement en France, un petit peu de Suisse, Belgique. Et donc, j'ai la joie de coordonner WeRise depuis un petit peu moins d'un an maintenant. WeRise, qui est un hub spécialisé sur les questions de financement de la transition écologique et sociale. On est à la Climate House à Paris et on est voilà, déjà une dizaine de consultants. On accompagne France Nature Environnement notamment, des structures comme la CEC ou comme Planète Urgence. Et donc j'ai la joie et le grand plaisir de vous parler aujourd'hui accompagné de deux personnes, Alexis Vanier et Céline Legrand. Céline, peut-être d'abord si tu veux dire un petit mot sur ton parcours. Ouais, merci Eric. Bonjour à tous. Je suis Céline Legrand. Je travaille dans le secteur du fundraising pour les associations depuis 16 ans. Je travaillais notamment pour Greenpeace, pour Amnesty International et pour l'UNICEF. Et aujourd'hui, je suis consultante, coach et formatrice sur les sujets de collecte de fonds. Et je siège aussi au sein de deux super conseils d'administration, celui de l'Association française des fundraisers et aussi celui de Surfrider Foundation. Et je suis ravie d'être là également. Merci beaucoup Céline. Alexis, si tu veux dire un mot aussi. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Alexis Vanier. Je travaille depuis 5 ans et 3 jours à France Nature Environnement, qui est la fédération des associations de protection de la nature et de l'environnement en France, donc une tête de réseau, après une carrière assez longue dans le marketing, dans le secteur privé. Et je suis très heureux de pouvoir parler avec vous et de travailler notamment avec Eric. Merci beaucoup Alexis. Alors, d'aller au vif du sujet, notamment sur les campagnes de fin d'année, et puis passer à la stratégie pour 2026, un panorama, alors rapide, hein, on ne va pas rentrer dans le détail, mais de l'état de la collecte en France. Aujourd'hui, donc c'est à peu près la générosité privée, c'est à peu près 9 milliards d'euros. À l'intérieur de ces 9 milliards, on voit que les particuliers qui sont à gauche ça représente encore un poids prépondérant, plus de 5 milliards, là où les entreprises tournent plutôt autour des 4 milliards. Les particuliers, c'est un poids qui a tendance à stagner, voire baisser. Notamment, on voit que les petits dons, entre guillemets, il n'y a pas de petits dons, chacun est généreux à sa mesure. D'ailleurs, les- ce qu'on appelle les petits dons sont souvent à proportion plus généreux que les grands dons, mais c'est une autre question. En l'occurrence, ce groupe-là des particuliers a tendance à baisser, notamment les petits dons en dessous de 150 euros qui baissent de façon assez importante depuis 2020 à peu près, notamment les questions d'inflation. Et puis face à ça, on a des publics de middle dons, disons entre 500 et 5000 euros, qui ont eux tendance à progresser. Les très grands dons au-delà de 10 000, eux, ils ont tendance à stagner. Donc voilà un peu les grandes tendances sur les particuliers avec des gros changements générationnels, des changements de pratiques également. Au niveau des entreprises, là, ça fait que augmenter. Donc c'est la bonne nouvelle. Ça augmente maintenant depuis plusieurs années et ça va sans doute continuer à augmenter de par l'importance qu'accordent les employés dans le choix de leur entreprise à l'engagement des entreprises et même en termes de politique d'achat aussi pour les consommateurs. L'engagement réel ou supposé malheureusement des entreprises est aussi un critère de choix important
dans les critères de consommation. Les libéralités, legs de nation, assurance vie, ça ne fait aussi qu'augmenter. Et donc ça, on n'est pas loin des 1 milliard 300 millions. Les subventions, par ailleurs, subventions publiques, vous le savez, je pense malheureusement, elles ont plutôt une tendance à la baisse et qui peut s'accélérer peut-être même drastiquement selon les couleurs politiques auxquelles on va avoir droit dans les mois à venir. Donc voilà, les ressources privées, c'est important, c'est de l'autonomie, c'est de l'indépendance et il y a des solutions pour aller les chercher. Première solution, les campagnes de fin d'année. Donc, ce qu'on va faire avec Alexis, c'est que moi, je vais vous présenter un peu de théorie sur les ressorts d'une bonne campagne de fin d'année. Et puis, Alexis va vous présenter la pratique au travers de la campagne des Justiciers de la Terre qu'on a mis en place avec les équipes en fin d'année dernière pour France Nature Environnement. Hop, pardon, je ne vais pas dans le bon sens. Un petit point avant, toujours question de panorama et tiré de l'étude de France Générosité. Le dernier trimestre, ça représente 40% du montant total de la collecte annuelle. Donc, enfin, vous le savez sans doute si vous collectez, vous avez des pics de dons au mois de décembre, parce que c'est généralement et culturellement le moment de la générosité, c'est le moment de la déduction fiscale aussi. En tout cas, il ne faut pas rater cette fenêtre. Et surtout, il faut démarrer assez vite. Now, si possible. Tout simplement parce que ça met un peu de temps pour créer une campagne. On peut faire une campagne en un mois, voire même en deux, trois semaines. Mais bon, si on veut valider les bons messages, valider les bonnes cibles, prévoir des différents outils, bah, il faut s'y prendre au moins deux, trois mois à l'avance. Un petit point sur la collaboration FNE WeRise. J'ai la chance de travailler avec Alexis et les équipes du coup depuis la fin d'année 2023. On a réfléchi ensemble à la stratégie qu'on pouvait mener en pluriannuel pour développer les fonds privés. Et puis on mène des campagnes grand public et grand don, même libéralité régulière. Donc on va aller sur les conseils pour la stratégie de fin d'année illustré par cette fameuse campagne des Justiciers de la Terre. Alors le premier des conseils, il y en aura cinq. Le premier, c'est les cibles. Avant de penser aux messages, avant de penser aux canaux ou aux outils, c'est bien de penser aux cibles en se disant c'est qui mes donateurs actuellement, qu'est-ce qui les intéresse, d'où ils sont venus, combien ils me donnent, et qui peuvent être mes sympathisants, ma communauté qui me suit, et mes donateurs de demain. Soit ils sont similaires à mes donateurs d'aujourd'hui, soit ils sont un petit peu différents parce que je sais par des lectures marché, d'analyse, d'études, qu'il y a un potentiel pour ma cause sur tel ou tel pan de la population. Donc, il faut réfléchir à ces personas, essayer de définir un critère d'âge, un critère, pourquoi pas de sexe, d'intérêt pour tel ou tel sujet, pour tel ou tel média, pour un niveau de don aussi, un niveau de CSP, essayer de définir ce public-là. Et pour avoir des informations pour bien définir le public, il faut pouvoir analyser sa base de données, regarder sa segmentation, la créer si on n'en a pas déjà, pas hésiter à être assez fin sur l'analyse des résultats de nos campagnes précédentes et puis réfléchir aux médias et aux canaux pour toucher ces audiences. Est-ce que tel public résonne plus avec du web? Est-ce que ça résonne plus avec Facebook ou avec TikTok? Est-ce que je vais plutôt communiquer sur Pèlerin Magazine ou sur Libération? Une étude qui fait vraiment référence, qui est géniale, c'est l'étude Les Français par le climat, de deux entités, Parlons Climat et Destin commun, sur l'opinion des Français autour de l'écologie, surtout comment mieux communiquer sur le climat, comment essayer d'accrocher des gens qui sont pas trop intéressés aux projets et aux associations de la transition écologique et sociale. Et donc ça définit des archétypes. Il y a les militants désabusés, il y a les stabilisateurs, il y a les libéraux optimistes qui ont chacun des comportements un peu différents et surtout qui résonnent à des messages différents. Donc mettez ça en cohérence avec vos propres bases et vos propres cibles pour chercher à mieux cibler. Il y a eu un partenariat d'ailleurs entre France Générosité et Parlons Climat Destin commun qui fait un traitement particulier de ces groupes sous l'angle donateur. C'est vraiment précieux.
Vous avez le lien et puis on peut vous le remettre dans le chat. Alors, Alexis, sur cette première question du ciblage, comment vous y êtes pris à FNE? Oui, bah, je reviens sur cette étude de destin commun et parlons climat. Les Français parlent le climat. Pour nous, c'est vraiment le socle sur lequel on base notre connaissance des cibles. Elle est vraiment très très bien faite pour tous ceux qui sont dans l'environnement en tout cas, puisque on dépasse les catégorisations traditionnelles, CSP+, CSP-, enfin, etc., tranche d'âge, mais c'est vraiment des catégorisations par vis-à-vis du lien qu'ils ont et du rapport qu'ils ont à l'écologie et au climat. Et derrière, effectivement, il y a, comme tu le disais, sont explicités les types de messages qui résonnent, qui peuvent permettre de toucher ces personnes-là. C'est absolument essentiel. Donc, ça nous permet de savoir, dans notre réflexion, on essaye de réfléchir à quel type de famille on va s'adresser, quels sont ceux qui sont dans notre base, mais aussi ceux qu'on souhaite conquérir. Et donc, on adapte nos messages vraiment à ces cibles-là, hein. Le principe de la communication, c'est pas de pousser un message. Le principe de la communication, c'est d'être entendu par une cible et de susciter une réaction chez cette cible. Alors, pour cela, il faut les connaître. Donc, il y a cette étude qui nous sert de socle. Et puis, il y a tout un travail que l'on fait à travers des enquêtes, des quiz, etc., qui nous permettent de mieux connaître les personnes que l'on a en base et de mieux les comprendre et de mieux les catégoriser. Et donc, par exemple, l'an dernier, en septembre dernier, on a fait une grande enquête. On a eu plusieurs milliers de réponses, donc c'est quelque chose d'assez important sur bah voilà, quels sont les sujets qui vous intéressent, comment vous vous situez par rapport à FNE, comment vous nous avez connus, euh, sur quel plan vous souhaitez vous engager, etc., etc. Et cetera. Et donc, ça nous a vraiment permis quels sont les canaux de communication parmi tous ceux qu'on utilise que vous suivez. Et donc, ça nous a vraiment permis de d'être beaucoup plus fin. Et l'objectif pour nous, c'est sur la base des familles de parlons climat, de construire ce qu'on appelle en marketing des personas, c'est-à-dire d'avoir vraiment des archétypes encore plus précis de personnes. On leur donne un prénom, on voit leur âge, on met une photo aussi d'une personne qui correspond à cela. On connaît leur sensibilité, on connaît leurs attentes, on connaît leurs habitudes de consommation d'informations. Et donc, à partir de là, on peut construire un message qui sera non pas un message centré sur nous, mais centré sur la cible, sur la personne à qui on veut s'adresser pour déclencher le comportement de don et de soutien. Merci beaucoup, Alexis. Donc, la question des cibles, effectivement, est très importante. Il faut démarrer par là. Ensuite, une fois qu'on a défini les cibles, bah, on va définir le message. C'est important, on ne l'a pas mis là d'ailleurs, mais c'est important de réfléchir en mode plateforme de discours global. Comment je présente ma structure pour l'ensemble d'ailleurs des cibles et des objectifs, que ce soit communication ou collecte, il faut un socle de messages communs, il faut une façon de se pitcher, une façon de se présenter qui soit en phase évidemment avec votre ADN, mission, vision, valeur, avec votre projet associatif aussi, ça peut donner des perspectives intéressantes. Il faut pouvoir surtout identifier vos forces différenciantes. Il y a beaucoup, vous savez, d'associations en France. Certaines travaillent sur un peu le même champ d'activité. Il faut être capable de dire quelle est votre spécificité. Et évidemment d'appuyer là-dessus, parce que c'est sur ça que les gens vont vous privilégier par rapport à une autre structure. Et une fois qu'on a ce socle de messages et surtout nos points forts en termes de différenciation, on va transformer ça dans le cadre d'une campagne en un concept qui est le rassemblement d'une baseline, souvent un claim de campagne, et d'un visuel clé, qu'on va ensuite décliner sur nos différents outils, en courrier, en web, on verra tout à l'heure comment. Donc ce message-là, il est clé. Vous pouvez aussi adapter le message aux différentes cibles. Une fois que vous avez un socle clair, bah, vous les adaptez selon les cibles ou selon les canaux, je pense par exemple aux réseaux sociaux. Le petit plus, c'est bien de faire ça en équipe pour pouvoir brainstormer et trouver ce que chacun pense du concept, du visuel, du message et puis de le tester aussi avant de le lancer auprès de personnes qui ressemblent à vos personas.
Ça, c'est vraiment le schéma idéal. Alors, Alexis, comment on s'y est pris pour France Nature Environnement et quel concept on a trouvé? Donc, le concept qu'on a trouvé et qu'on va réutiliser d'ailleurs, c'est le concept de justicier de la terre, justicier, justicière de la terre. Euh, c'est un des aspects de l'action de FNE. Donc, par rapport à ce que disait Eric, il y a un moment, il faut se différencier. Et pour nous, c'était un des aspects de FNE qui est le plus différenciant, c'est-à-dire notre capacité à obtenir des avancées pour l'environnement grâce à des actions en justice. Ça ne représente pas l'ensemble de l'activité de FNE, loin de là. C'est un des aspects de l'activité de FNE, mais c'est une des activités différenciantes qui résonne, qui correspond aux attentes que nous avions identifiées chez nos cibles, c'est-à-dire je veux donner de l'argent pour être efficace, obtenir un vrai résultat et avoir une action concrète sur le terrain. À travers nos actions en justice, on obtient ce résultat-là. Donc c'est important parce que par rapport à ce que disait Eric, notamment sur le brainstorming collectif, ça veut dire qu'à un moment, il faut trancher dans toutes les activités. Si on veut parler de FNE, ça peut être très très long parce qu'on est sur beaucoup de thématiques, on est beaucoup de sujets et on a beaucoup de modes d'action. Il y a beaucoup de gens, je crois, du mouvement ici qui le savent. Donc, on a choisi il faut trancher, parce que ça nous a apparu être à la fois un de ceux qui représentent vraiment FNE, une spécificité qui nous différencie d'autres ONG de protection de l'environnement qui font aussi un travail formidable, mais sur d'autres sujets. Et c'est facilement compréhensible et acceptable, et ça suscite de l'intérêt et du désir pour nos cibles. Donc voilà comment on a travaillé avec avec ce logo. Vous voyez ce visuel qui a été proposé par les équipes d'Eric, qui à la fois peut s'adresser aux catégories militants désabusés avec ce point levé, qui est un peu une partie de notre cœur de cible, mais aussi qu'on a adouci avec ces plantes, ces insectes, ces coccinelles, ces papillons qui tournent autour pour l'adoucir et nous permettre de toucher un public plus large que les militants désabusés, aller jusque notamment ce qu'on appelle les stabilisateurs dans les familles de Parlons Climat et voire même les libéraux optimistes. Voilà. Merci beaucoup. Et alors, ce concept s'est décliné en vidéo et en différentes visuels, bannières, courriers. Ensuite, on le verra. Peut-être parler un petit mot sur sur la vidéo et son importance. Voilà. Et c'était important derrière cette signature justicier de la terre, ce visuel du point levé, il était important d'expliquer ce qu'il y avait derrière. Et donc ça, on l'a fait en vidéo, donc sur nos victoires juridiques. Et on a choisi en mode de vidéo, euh, on a choisi de s'inspirer, de le faire sous forme d'une bande annonce type série policière Netflix ou Arte. Donc on a mis en scène nos salariés et nos bénévoles. C'est tourné dans des lieux réels, dans nos locaux. Ce ne sont pas des acteurs, ce sont bien les gens de chez nous qui le font, qui le travaillent. Et ça a été avec un montage très cut, très fort et qui nous fait plonger vraiment dans l'univers visuel des séries policières. Là encore, l'objectif, c'était de se démarquer des vidéos que l'on peut voir habituellement un peu classiques des grandes ONG, et deux, de nous rapprocher de nos cibles en entrant dans un univers culturel qui leur est proche, qui est l'univers des séries, puisque bon, on est passé quand même dans une ère de consommation de séries à grande échelle. Voilà. Et derrière ça, ben, on fait passer nos messages, on explique ce que ça veut dire être justicier de la terre, comment on travaille, et on parle des victoires qu'on obtient avec une ouverture sur une affaire qu'on était en train de lancer. Donc l'idée, vraiment susciter, comme dans une bande-annonce de série, à la fois donner des éléments de compréhension, mais aussi susciter le désir d'aller plus loin et de nous accompagner. C'est une vidéo qui a vraiment été impactante. Aujourd'hui, vous le savez, on n'a plus le temps, les gens n'ont plus le temps sur les réseaux sociaux. Il faut faire des vidéos parce que les gens ne lisent pas. Et même les vidéos, il faut prévoir des formats ultra courts. C'est-à-dire que la vidéo, elle faisait un peu plus d'une minute, je crois, la version longue. Mais on a fait des versions très très courtes pour accrocher, notamment sur les pubs ou sur les réseaux sociaux. On a un exemple ici pour faire le teasing.
pense qu'il va falloir faire un repos. Donc effectivement, cette vidéo-là, il faut l'adapter à tous les formats. Donc il y a le format vidéo longue, 2 minutes, qui est sur YouTube, qui va sur les sites internet, qui peut servir à enfin, une présentation, un forum, etc. Donc on l'utilise à beaucoup d'égards et on renvoie vers cette vidéo longue. Et derrière, il y a effectivement tous les formats pastilles, 15 secondes, 20 secondes, au format vertical, format carré, format horizontal, pour adapter à chacun des réseaux sociaux sur lesquels on pense pertinent d'être présent. Mhm. C'est aussi un outil de fierté. Enfin, toutes les campagnes sont un outil de fierté et de communication interne. Là, le choix qui a été fait de mettre en scène directement les acteurs de FNE dans les locaux de FNE, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien aussi à la structure de manière générale. Donc, pensez-y, pensez à vous mettre en scène. C'est aussi important pour les donateurs et pour vos soutiens. Euh, Point suivant, c'est mettre en place un dispositif digital complet. Alors, vous le savez, aujourd'hui, beaucoup de la collecte de fonds se passe sur le digital. Alors, pas tout. Faut pas oublier le courrier, le téléphone ou d'autres médias, mais le digital est quand même important. Du coup, ça se décline une campagne sur différents outils. On vous parle des outils types, faites aussi à la mesure, bien sûr, de votre budget, de vos propres outils actuels. Le premier des outils, c'est la landing page. En fait, c'est un mini-site dédié à la campagne. C'est important parce que ça évite que les gens se baladent sur votre site internet et aillent à telle rubrique. Et il y a ce qu'on appelle en marketing des tunnels de conversion. Il faut amener les gens vers quelque part. Ce quelque part, c'est le don. Si on leur ouvre plein de portes à droite, à gauche et des fenêtres, vous avez toutes les chances de les perdre. Si vous faites une vidéo sympa, par exemple, faites pas un lien vers YouTube, parce que vous allez perdre les gens. Mettez la vidéo sur votre site internet. Bon. Ça tombe un peu sous le sens, mais la landing, elle est efficace pour ça si vous n'avez pas les moyens, les possibilités techniques. Un bon article sur votre site internet, ça peut aussi faire l'affaire. Une vidéo, on vient d'en parler. Les emails, c'est ça qui remonte la majorité des dons pour les campagnes web. Donc il faut faire des emails courts, impactants, pas trop de texte, un call to action très clair, un seul. Call to action, c'est les boutons, au fait, un seul lien quelque part, une seule demande par email. Si vous mettez trop de demandes, vous perdez les gens. Et aussi adapté que possible au public, y compris sur les montants de dons. Si vous pouvez personnaliser, c'est bien. Et n'hésitez pas à tester les objets, notamment les attaques d'email, pour voir ce qui remonte le mieux et extrapoler. Paid Media, c'est tout ce qui est publicité qui va vous servir à aller chercher des nouveaux donateurs directement ou alors des gens qui vont aller voir votre landing page ou votre article ou alors acquérir ce qu'on appelle des leads, c'est des gens qui acceptent de vous laisser leur adresse email puis ensuite vous les entretenez dans un cycle email pour chercher à les convertir en donateurs. Donc les publicités, au fait, ça se passe beaucoup sur Google, sur Bing, sur les moteurs de recherche. Ça se passe aussi sur Meta, Facebook, Instagram. On peut imaginer aussi des publicités hors GAFAM qui fonctionnent bien et qui vont peut-être d'ailleurs fonctionner de mieux en mieux vu les nouvelles règles un peu contraignantes qui sont en train d'être mises en place quant aux publicités. En tout cas, pour faire du trafic, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous avez un super influenceur qui vous met un gros coup de projecteur qui est gratuit, c'est génial, mais c'est très rare. Soit vous faites de la publicité, vous mobilisez vos réseaux et vos réseaux sociaux notamment. Pour mobiliser les réseaux sociaux, c'est important que la campagne, elle figure bien sur vos réseaux, sur tous vos réseaux, une bannière spécifique, des posts réguliers avec des angles différents. Vous voyez ce qui remonte le mieux. Et un petit point sur les publicités, il ne faut pas commencer trop tard non plus à les mettre en place parce que les moteurs, ils mettent c'est un peu des diesels, quoi. Ça met du temps à trouver la bonne association entre le texte et éviter le diesel, hein, très mauvais pour l'environnement. Mais entre le texte et le visuel, c'est des combinaisons qui seront testées par les moteurs lors des pubs. Et une fois qu'il a trouvé la meilleure combinaison, il extrapole le budget. Si vous lancez votre campagne mi-décembre, c'est beaucoup trop tard. Faut lancer les moteurs en novembre et puis mettre le gros du budget sur les 2 dernières semaines
de décembre. Essentiel d'avoir un formulaire de don qui fonctionne. Bon, ça tombe sous le sens, mais on perd beaucoup de donateurs parfois avec un mauvais formulaire. Et plus le formulaire est rapide, moins de friction, pré-indication des noms, prénoms, des choses comme ça, plus vous maximisez vos chances de convertir. Donc il y a des formulaires très performants sur le marché pour ça. Hop. Alors, Alexis, le dispositif, comment il s'est matérialisé en web pour FNE l'an dernier? Oui, donc effectivement, comme l'a dit Eric, il faut qu'il y ait une cohérence surtout, hein, c'est-à-dire que le message de votre campagne, on le retrouve partout, euh, où que l'on aille enfin, en marketing, on parle de 360. Alors, nous, on n'a pas les moyens d'être complètement 360. On est essentiellement, mais au moins en digital, être 360 degrés. C'est-à-dire que quand on arrive sur votre site, eh bien, on soit dans l'univers de cette campagne. Les emails que reçoivent vos bases, ben, ils sont évidemment sur cette campagne, ils la déclinent. Nous, on a fait il y a eu 9 emails envoyés sur la période, ce qui est déjà pas, ce qui est bien. Et donc, il faut pas les répéter. Il faut, dans la même histoire, la raconter de manière différente, avec différents objets, différents exemples, etc., pour susciter les choses et adapter aussi, on l'a dit, si vous ciblez des personas différents, des types de donateurs différents, évidemment, adapter ces emails à ces cibles. Il y a évidemment les vidéos, il y a les, le, l'achat média, donc le sponsoring on a fait essentiellement Google et Bing en moteur de recherche et nous essentiellement Meta pour l'advertising, donc Facebook et Instagram. Voilà, c'est les points. Et puis aussi la page de don, la page de don, il faut qu'elle soit aussi aux couleurs de la campagne. Il faut vraiment que ce soit très fluide pour l'utilisateur, que dans son parcours utilisateur, il n'ait pas de rupture, il n'ait pas de choc, qu'on lui raconte pas autre chose à un moment de son parcours, parce que sinon il va pas comprendre où il est et ça va rompre le parcours. Merci Alexis. Donc là, on vient de parler de digital. Il ne faut pas oublier d'autres canaux qui peuvent être utiles. En l'occurrence, là, on va parler du canal papier et du canal téléphone. Donc le canal papier, il n'est pas à enterrer, ce canal papier, et c'est pas que pour les vieux, entre guillemets, qui font encore les petits chèques. On reçoit de moins en moins de courriers dans les boîtes aux lettres. Les associations restent le premier client de la Poste, quand même. Et c'est pas un hasard si les assos continuent à envoyer des courriers. C'est parce que, ayant moins de courriers, il n'y a plus personne qui nous écrit la petite carte de vœux annuelle, ça n'existe plus. Pas en France en tout cas. Et du coup, recevoir un courrier, ça continue à faire plaisir quand il est surtout bien personnalisé, adressé à nous de manière très relationnelle et très bien faite. Et quand il nous met aussi en valeur en nous disant merci pour votre don, voilà ce qu'on réalise grâce à votre don et voilà les projets que vous pouvez rendre possibles. C'est aussi efficace pour faire un appel à dons visible. Dans le flot des emails, les appels à dons de votre association, ils sont très souvent noyés malheureusement. Et le fait de recevoir un courrier, ben, on voit le courrier, on prend un petit peu de temps de le regarder et souvent ça déclenche des dons web. Donc les deux sont très liés. C'est un bon accélérateur aussi de réactivation. Quelqu'un qui vous a pas donné depuis longtemps, vous lui envoyez des emails, il redonne pas, bah essayez le courrier pour voir comment ça peut fonctionner. En termes de téléphone, alors là, en réactivation, c'est-à-dire si ni l'email ni le courrier ne fonctionnent, un petit coup de fil, ça coûte cher en fait de prospecter un nouveau donateur. Donc quand on a trouvé un donateur, on n'a pas à relouer son adresse, etc. Vous avez le droit de vous adresser à lui. Donc vous pouvez tester le téléphone en réactivation. Alors sur des quantités raisonnables pour voir comment ça fonctionne et si ensuite on peut extrapoler. Pour accueillir aussi des nouveaux donateurs et proposer des offres de dons réguliers ou de prélèvements automatiques, c'est un canal qui est intéressant.
Pour aller un petit peu plus loin, si vous avez un budget innovation, bah, vous pouvez tester bien sûr d'autres canaux qui sont à la frontière parfois entre la communication et la collecte, la radio, la presse, du display. Là, on vous présente un peu les canaux principaux, mais bien sûr, on peut en imaginer d'autres. Alors, Alexis, au niveau du courrier d'abord, puis ensuite le téléphone, comment on s'y est pris en fin d'année dernière? Alors pour le courrier, nous, c'était une grande première. On n'en faisait pas. Donc ça a été intéressant de le faire, de travailler ce support aussi, qu'on peut réutiliser, dans d'autres occasions. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc il y avait c'est un courrier assez dense avec l'enveloppe porteuse, une lettre et le coupon personnalisé, un dépliant, un sticker, une enveloppe réponse. Et on parlait de ciblage et de segmentation des bases donateurs. Bien évidemment, on l'a fait. Nous, on avait dans nos bases de donateurs des gens qui viennent de différents, qui sont venus par différents canaux à l'occasion de différents événements et qui donnent plus ou moins. Donc, il y avait d'abord une différence entre la prospection et les donateurs existants. Donc, sur les 55 000, je crois qu'il y avait à peu près 40 000 pour la base existante et puis 15 000 pour la prospection. Ça a mieux marché pour la base existante, ce qui est normal, hein, puisque FNE a un niveau de notoriété qui est encore relativement faible dans le grand public. Donc, c'est pas avec un courrier qu'on va déclencher tout de suite une adhésion, hein. Pour la prospection, le courrier, c'est un point de départ qui doit emmener vers quelque chose, un abonnement à une newsletter, euh, la participation, la signature d'une pétition ou quelque chose comme ça pour faire entrer dans un cycle. C'est vraiment le point de départ. Pour les autres, pour la base existante, donc on avait découpé en plusieurs parties. D'abord, un découpage thématique, notamment avec les personnes qui étaient entrées dans nos bases de données à travers des opérations spéciales comme les émissions de télévision qu'on avait eues sur les arbres ou sur l'océan. Donc là, évidemment, le contenu de la lettre était différent, était centré sur les résultats obtenus suite à ces opérations et donc pour les faire venir et leur proposer de continuer à nous soutenir. Et puis aussi, évidemment, en fonction du niveau de don des personnes, le dépliant à l'intérieur est différent. C'est-à-dire que si ce sont des gens qui font des petits dons, c'est souvent des personnes aux revenus modestes, on va leur proposer progresser un petit peu dans le don, mais si c'est une personne qui donne 30 euros par an, on va pas lui proposer, on va pas lui mettre un bulletin qui commence à 200 euros par an. Ça serait insultant pour la personne, ça serait très gênant et on la perdrait, ça ne servira à rien. Par contre, et dans l'autre sens, si on est sur des middle grands dons, des gens qui nous donnent 100, 200, 300 euros par an, on va pas leur mettre un bulletin à 30 euros et donc les inciter à donner moins alors que on pourrait plus les inciter à donner plus. Donc, il faut vraiment adapter ce courrier en fonction, vraiment bien segmenter votre base de données, mais Céline reviendra là-dessus tout à l'heure, adapter le courrier en fonction de la cible et puis suivre, traquer. Quand donc, il y a les retours par chèque, mais il y a aussi des QR codes qui permettent de donner en ligne. Et évidemment, il faut traquer pour savoir d'où vient le don, si ça vient du formulaire papier ou pas. Sachant que une partie des dons vont être provoqués par le formulaire papier, mais ne vont pas forcément utiliser le QR code papier qui est dedans. Simplement, les gens l'auront reçu. Ils auront reçu aussi peut-être un email, et puis à un moment, ils vont aller sur notre site sur la page de don pour donner. Donc là, il faut savoir que évidemment, il faut traquer, il faut voir quels sont les canaux qui fonctionnent le mieux, mais en sachant que derrière, il y a une partie qui reste floue, qui reste peu précise, parce que le déclencheur du don peut rester parfois invisible dans la trace qui est donnée par le don. Merci Alexis. Donc effectivement, importance du papier, du courrier et alors côté téléphone, quelle est ton expérience et l'expérience FNE? Là aussi, c'était une première expérience pour nous. Donc, le retour d'expérience est que pour que ça marche, il faut deux choses. Il faut du temps.
notamment pour que les équipes, si vous passez par un opérateur téléphonique, pour que les équipes maîtrisent bien le discours et que ce soit quelque chose de naturel et pas d'artificiel, un peu automatique, un peu voilà, comme on l'a. Donc ça prend du temps. Donc ça veut dire que les premières opérations téléphoniques, si vous passez par un téléopérateur, vont pas avoir beaucoup de succès. Et il faut que vraiment les opérateurs aient une, deux, trois opérations dans les jambes, enfin ou plutôt dans le cerveau pour être vraiment à l'aise avec vos messages et être à l'aise pour vous présenter. Donc, c'est une prise de risque. Le deuxième point, c'est qu'il faut savoir exactement à qui on s'adresse. Nous, on a vu, voilà, maintenant, on limite l'opération téléphonique à des choses précises, soit des remerciements, par exemple pour des grands noms, des très grands noms, mais là on va le faire plutôt nous-mêmes, le démarchage téléphonique, que de passer par un opérateur, ou alors vraiment sur, par exemple, passer d'un don ponctuel à du prélèvement automatique. Donc vraiment avec un objectif très très précis. Voilà, donc c'est une expérience avec des résultats un petit peu mitigés, hein, notamment sur les premières fois, mais quand on sait pourquoi on le fait, quand on a bien formé, quand on a une relation de confiance avec les opérateurs téléphoniques et qu'on est très précis sur ce qu'on attend d'eux, ça peut être très intéressant. Merci beaucoup Alexis pour ce retour d'expérience. Dernier élément, c'est penser la déclinaison middle et grandon. Donc assez souvent, on a cette règle du 20-80, 70-30, 40-60, peu importe. L'idée, c'est qu'il y a un petit groupe de gens qui représentent beaucoup de la collecte. Donc ces gens-là, évidemment, il faut les soigner, il faut s'adresser à eux de manière particulière parce qu'ils sont importants. Il faut qu'ils sentent qu'ils sont importants aussi, il faut les valoriser. Donc, bon, il y a des termes un peu techniques, marketing, le one-to-some ou le one-to-one. Globalement, l'idée, c'est les gens que vous avez en base, vous prenez, je sais pas, votre top 500 donateurs, votre top 1000, vous les appelez middle don, vous les appelez membres d'un cercle, par exemple, pour les valoriser. En tout cas, vous vous adressez à eux pour qu'ils, de manière un peu particulière. Et ça se joue pas seulement les montants de dons que vous allez leur proposer, ça se joue sur le discours, sur des projets dédiés qui peuvent être particuliers, sur la forme des courriers, pourquoi pas l'univers visuel aussi, et sur des invitations à des événements, à des moments un peu privilégiés. Côté grand donateur, donc là c'est un peu le haut du panier, bah, ceux-là ils peuvent avoir un traitement dentelle en mode l'appel du président, de la présidente, le déjeuner, etc. Et puis vous pouvez aussi former ce qu'on appelle des comités de soutien, qui sont des groupes, petits groupes, souvent 5-10 personnes, qui acceptent d'ouvrir leur carnet d'adresses pour aller provoquer justement des déjeuners, des dîners et faire par capillarité conquérir d'autres grands donateurs. Donc le petit plus, les courriers envoyés depuis le siège avec un joli manuscrit à la main, un timbre pour que les personnes sentent voilà, que ça a été fait pour eux. Alexis, comment ça s'est passé pour FNE l'an dernier sur ce volet-là? Là aussi, on démarre, on avance. Donc, il y a eu comme tu l'as dit, des courriers, des appels relationnels et puis aussi un webinaire. Et on a renouvelé ça cette année aussi, ça marche bien. Un webinaire où étaient présents nos experts et expertes, et puis notre président ou des membres du bureau, euh, vraiment dédié à ces personnes-là. On parle d'une problématique généralement en lien avec l'actualité, et donc on expose nos points de vue et nos actions et nos résultats. Donc c'est important. Alors, ces webinaires, il n'y aura pas forcément des dizaines de personnes qui vont participer, enfin, une très grande audience, mais il faut le faire quand même s'il y a que quelques personnes, parce que ce sont des donateurs importants. Donc, il faut le faire. Et puis même, je dirais aussi, simplement le fait d'envoyer l'invitation est déjà un élément important dans la relation. Après, il y a des gens qui s'inscrivent, des gens qui s'inscrivent pas, certains qui s'inscrivent, qui peuvent pas venir, etc. Peut-être, c'est pas grave. Le fait d'avoir ça, et puis et ça prend du temps aussi, hein, de construire cette relation, c'est très important. Ce qui a été intéressant aussi dans ces webinaires et dans ces échanges, c'est que c'est aussi les questions que l'on reçoit, bah voilà, qui nous permettent une fois encore de mieux comprendre nos cibles, leurs attentes, et puis qui peuvent être parfois des questions très directes.
du style, bon, très bien, vous avez besoin de combien? Qu'est-ce qu'on peut faire pour, voilà, qu'est-ce qui vous manque pour mieux réussir ce projet? Qu'est-ce que je peux faire de plus pour vous, etc., etc. Bon, au début, j'avoue qu'on a été un petit peu déstabilisé par ces questions. On n'attendait pas des questions aussi directes et aussi franches et aussi pratiques. Donc, il faut s'y préparer. Mais c'est très, très intéressant parce que derrière, ben voilà, ça ouvre d'autres, ça prolonge la conversation et on n'est pas dans une approche descendante, on est vraiment dans un échange avec ces personnes-là. Mhm. Merci. C'est aussi un moyen de faire infuser la collecte de fonds à tous les étages de l'organisation et au sein des services qui vont prendre la parole lors de ces webinaires. C'est important pour que petit à petit l'organisation s'imprègne et s'implique. Trois bonus pour la route. Faire du Gaming Tuesday pour la planète une occasion de relance de votre campagne de fin d'année ou de lancement tout simplement. Alors ça sera le 2 décembre cette année. Vous le savez, avec les équipes du Giving Tuesday France, on a proposé un kit de communication qui est gratuit, et que vous pourrez voir, qu'on peut vous mettre en lien également. Numéro 2, mobilisez votre communauté pour en faire des acteurs de la collecte. Donc là, c'est toutes les mécaniques de peer-to-peer pour inciter vos donateurs, vos sympathisants à créer des collectes au profit de votre cause. Sur la fin d'année, ça fonctionne pas mal. Alors, faut pas que ça vienne trop phagocyter votre campagne principale, mais en complément, c'est intéressant. À l'occasion des fêtes de fin d'année, demander des dons pour votre cause préférée plutôt que des cadeaux à votre famille et à vos proches, c'est des mécaniques qui fonctionnent bien. Dernier élément, les relations presse et les influenceurs, chercher de la visibilité et du relais pour donner de l'ampleur à votre campagne. Donc là, évidemment, plus vous avez de relais, de partenaires qui vont diffuser la campagne, mieux c'est, idéalement à moindre coût. Donc voilà, il faut chercher ces relais-là, y compris du gracieux. Alexis, là-dessus, justement, l'an dernier, pour la campagne des FNE, il y a eu des impacts et peut-être aussi et surtout des impacts au premier semestre de cette année. Oui, alors, pour ce qui est des encarts presse, etc., pro bono, profitez-en. Voilà, nous, on n'a pas les budgets pour acheter de la presse. Hein. Vous savez que hein, c'est le fameux adage de marketing, l'image se travaille, la notoriété s'achète. Bon, nous, on aimerait pouvoir acheter plus, mais on en a pas les moyens. Mais il y a, voilà, il y a des opportunités, il y a des occasions. Donc, saisissez-les, soyez attentifs. Par exemple, Radio France, nous, on l'a fait au niveau national et puis plusieurs de nos fédérations en ont profité aussi. Radio France, deux fois par an, lance des campagnes gratuites pour les associations et notamment les ONG environnementales. Mais pas que. Donc ça, c'est vraiment des choses intéressantes. Si l'opportunité se présente, saisissons-la pour. Et puis ça coûte pas cher. C'est un peu de travail, mais ça coûte pas cher et ça peut avoir des retours. Ensuite, nous, l'autre grand levier, ce sont les relations presse. Voilà, donc ça, c'est un peu de la visibilité dans les médias gratuite, enfin, en tout cas très peu cher. Donc ça, on le travaille beaucoup. Donc on travaille beaucoup la relation presse, on a des newsletters, etc. Et on a des résultats avec, on mesure, hein, il faut suivre, on mesure, et donc on a des résultats, on mesure l'audience cumulée, on mesure le nombre de retombées, on mesure l'équivalent publicitaire que ça approche, que ça apporte. Et bon, l'an dernier, par exemple, ces dernières années, là, on est proche ou on dépasse, et l'an dernier, on a dépassé le milliard de personnes touchées en cumul, une audience cumulée donc qui dépasse le milliard. Donc, on se dit que cette audience cumulée, elle est voilà, elle entend parler de nous et ce sont des gens qui aussi sont susceptibles de nous soutenir. Donc, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'après, on identifie sur quels médias on est les plus présents. Et donc, dans nos campagnes, on va essayer aussi de toucher des personnes qui sont proches de ces médias, qui consomment de l'information dans ces médias-là, évidemment. Merci beaucoup. Et là encore, c'est vrai que c'est très important de faire marcher communication et collecte main dans la main pour démultiplier l'impact. Alors, bah, un grand merci Alexis pour ton retour d'expérience qui est précieux. On va prendre les questions à la fin de la session. Là, on va continuer
à avancer et on va vous poser une question à vous. Quelle est ou quelles sont vos plus grandes fiertés 2025 en tant que fundraiser? Donc voilà, c'est le moment Nutella. Enfin, pas Nutella pour la transition écolo, c'est pas bon. C'est le moment bonbon. C'est le moment dessert, si vous voulez, si vous êtes à l'heure du dessert ce midi. On se fait du bien, quelle est votre fierté 2025 en tant que fundraiser? Donc, bon, on vous met plusieurs possibilités, bien sûr, inventer la vôtre, avoir mis en place un premier A/B test, avoir développé un programme grand donateur, mécénat, avoir mobilisé l'équipe interne autour, autour des legs. Alors, hop, on va voir sur le chat, est-ce qu'il y a quelques propositions qui sont indiquées? Alors, n'hésitez pas à nous mettre des choses qui vous parlent. C'est quoi votre fierté? Ou sinon, on va vous laisser y réfléchir et puis le mettre d'ici la fin de la session. Et on va du coup avancer dès maintenant sur la suite. Comment anticiper et préparer votre stratégie de collecte 2026? Alors, on va voir cette partie avec Céline Legrand, comme on s'est dit tout à l'heure, avec différents piliers. Il y en aura 6 et même un petit bonus pour 6 pour 2026. Et donc, le premier, Céline, c'est de reposer les bases. Alors, en quoi ça consiste? Ouais, tout à fait. Le premier sujet, ça va être de poser ou de reposer les bases à travers voilà, le diagnostic, l'évaluation un petit peu de votre fundraising mix. Et ici, l'idée clé que je voulais partager avec vous, c'est que l'enjeu, c'est pas tant de faire plus, mais c'est de faire mieux. Et pour faire mieux, il faut savoir d'où on part. Donc, les idées clés sur ce point numéro un, c'est vraiment d'identifier vos sources de revenus de collecte actuelles, votre fundraising mix, donc, pour ensuite évaluer le poids de chaque canal, à savoir les niveaux d'investissement, la rentabilité, le potentiel d'amélioration. Et c'est aussi très important de vérifier la cohérence entre votre communication institutionnelle sur votre marque associative versus la communication fundraising. En fait, les deux niveaux de communication doivent vraiment servir la même cause et le même récit en termes de storytelling. Le deuxième point qu'on voulait partager avec vous, c'est la notion de définition d'un cap clair et partagé. En gros, là, l'idée, c'est d'avoir un cap commun au sein des différentes équipes de votre association, d'avoir vraiment des repères communs et pas seulement un tableau Excel qui va être réservé à la direction ou bien au conseil d'administration. Donc derrière ça, l'idée, c'est vraiment de construire un plan de développement pluriannuel pour se fixer des ambitions réalistes, mais aussi stimulantes pour vos équipes. L'autre conseil sur enfin, cette deuxième sous-thématique, c'est vraiment de définir des indicateurs simples, parce que la puissance qu'on a, nous, en tant que fundraiser, c'est vraiment la data et les données. Donc, vos outils et vos indicateurs vont vous permettre aussi de renforcer votre communication en interne, qui va participer aussi à la professionnalisation du fundraising, parce que le fundraising, c'est pas une activité à part, c'est un projet collectif. Donc ça, c'est très important que vous ayez à votre disposition des indicateurs pour pouvoir voilà, en parler au sein de votre structure et puis professionnaliser nos métiers. Et le dernier point, c'est sur la segmentation. Alors, on en a beaucoup parlé avec les super exemples de FNE dans la première partie de ce webinaire. Vraiment, là, l'idée clé, c'est de se dire que la segmentation, c'est pas une contrainte marketing, c'est selon moi une preuve de respect et de compréhension de nos donateurs et de nos audiences. Donc là, l'idée, c'est vraiment, voilà, à travers notamment l'étude oula, dont on vous a parlé précédemment, de bien identifier les motivations, les comportements des personnes à qui vous vous adressez. Et on y reviendra un petit peu plus loin pour creuser ce sujet-là. Merci beaucoup Céline donc pour ce premier axe, cette première recommandation. On va sur le deuxième axe qui est d'optimiser les ressources et les investissements. Alors là, c'est important surtout dans une période où ça brasse un peu financièrement, où vous avez peut-être des baisses de subventions, des impératifs
d'optimisation, comme on dit. Donc, de toute manière, si on fait bien notre métier, on rationalise les efforts et les investissements et on cherche la meilleure marge possible, le meilleur ROI et on cherche à allouer les budgets sur ce qui fonctionne le mieux. Évidemment, on ne dépense pas des sommes folles sur ce qui ne fonctionne pas. Il n'en reste pas moins que pour pouvoir faire ces choix-là, bah, il faut avoir des outils, que présentait Céline à l'instant, pour analyser les résultats finement, regarder par outil comment ça fonctionne. Alors comment ça fonctionne sur quels critères? Sur des indicateurs de performance qui sont des taux de retour, qui sont des dons moyens, qui sont des coûts d'achat du donateur, qui sont des choses comme la lifetime value aussi, ou la valeur vie du donateur. C'est-à-dire qu'un donateur, un prospect qui rentre selon telle catégorie, tel canal, combien il me rapporte à 1, 2, 3 ans. Et en fait, vous avez des donateurs qui vous rapportent plus sur le premier don, mais moins à 3 ans. Et il y en a d'autres, c'est l'inverse. Donc, c'est important de regarder ça quand on fait nos choix d'investissement. Il faut rationaliser les efforts aussi entre prospection et fidélisation. Il faut jamais le réflexe un peu naturel, c'est de se dire bon bah c'est vache maigre cette année, je coupe la prospection. Très mauvaise idée, parce que du coup vous allez le payer dans les 2 à 3 ans à venir. Donc maintenir toujours un flux de prospection régulier, parce que vos donateurs réguliers ou fidèles, bah, ils vont pas vous donner mécaniquement comme des robots chaque année. Il y en a qui vont arrêter de vous donner, donc il faut bien les remplacer. Euh, Regardez aussi par exemple les retours et les résultats de votre réactivation d'anciens donateurs. Parfois, c'est plus intéressant de réactiver que de chercher à prospecter des nouveaux donateurs. Donc, n'oubliez pas ces gens-là qui sont dans vos bases. Et puis, faites des tests réguliers, notamment en prospection, pour voir l'outil, la combinaison, le canal, le public qui fonctionne le mieux. Faites-le sur des petites quantités et vous extrapolez ensuite le meilleur dispositif. Important de négocier aussi avec vos partenaires. Vous regardez vos différents coûts. Il y a des coûts qui sont un peu incompressibles. L'affranchissement, difficile de négocier avec la poste. L'impression des courriers, le téléphone, partenaire qui fait le web, partenaire qui fait le conseil, le graphisme, etc. Regardez partout et voyez ce qui est optimisable. Il y a par exemple sur ceux qui envoient pas mal de courriers d'appel à dons, le fait de faire un appel d'offres annualisé, voire même pluriannuel, d'imprimer en grande quantité des enveloppes retour, par exemple, pour 2 ans, et ben c'est des économies en coût unitaire. Donc voilà, regardez tout ça de près pour optimiser au maximum. Numéro 3, Céline, renforcer le discours et l'expérience donateur. Oui, donc sur celui-là, il y a plusieurs idées, forces qu'on voulait, partager avec vous. Le premier qui va être très important, c'est d'arriver à formaliser un business case ou ce qui s'appelle un case for support, qui va être fort et fédérateur et mobilisateur. Et en vrai, c'est très intéressant en plus de travailler sur ces sujets-là parce que ça permet de s'interroger en tant qu'organisation sur ce qui vous rend unique. Donc l'idée, c'est d'arriver à démontrer à travers des outils forts pourquoi votre cause a besoin de soutien ici et maintenant, et de démontrer aussi l'impact concret que votre organisation génère. Ça, c'est une notion aussi très importante sur la mesure d'impact. Et puis, c'est l'idée clé derrière tout ça, c'est d'arriver à créer des messages qui sont donc audience-centric, c'est-à-dire que pendant des années, les assos parlaient beaucoup d'elles en repartant vraiment voilà, de leurs besoins, leurs impacts. Et c'est vrai que c'était assez auto-centré comme forme de communication. Donc là, l'idée, c'est vraiment de partir des besoins du donateur, partir de son point de vue, de ses centres d'intérêt et faire en sorte que l'association s'efface un petit peu au profit du donateur. Euh, Hyper important aussi de travailler sur sa marque émotionnelle, de travailler donc vos valeurs, votre ton, humaniser aussi nos associations. Souvent, les donateurs ne savent pas très bien qui travaille dans les associations. On a des histoires formidables à raconter avec bah, les personnes qui sont bénévoles à nos côtés, qui s'engagent au quotidien. Donc ça, c'est aussi des histoires très puissantes.
qui vont vous permettre aussi de créer de l'émotion. En fundraising, on cherche toujours à avoir un bon niveau d'équilibre entre le pragmatisme et l'émotion associée à nos associations, et c'est ça qui va générer l'intérêt pour les donateurs. Et l'autre idée aussi qu'on voulait partager avec vous, c'est vraiment d'oser la transparence. C'est vraiment important d'être voilà, transparent, humble aussi. Là, on est dans une période un petit peu compliquée, donc ça s'explique aussi aux donateurs. Il ne faut pas hésiter à raconter les challenges qu'on rencontre en tant qu'asso, les contraintes auxquelles on est confronté, et voilà, d'avoir vraiment des messages qui sont basés sur la sincérité. Et la dernière idée clé que je voulais partager avec vous, c'est qu'en fait, la transparence nourrit la confiance et la confiance nourrit la générosité. Et sur le slide d'après, on vous a juste mis un petit schéma, moi que j'utilisais en formation dans différentes structures, mais en fait c'est vraiment ça l'idée, de trouver des messages qui vont être pertinents pour nos donateurs. Nous, souvent, en tant que fundraiser, on a envie de raconter beaucoup de choses et de donner beaucoup de détails sur notre organe, notre travail, la stratégie, les priorités, les objectifs. Mais les donateurs, potentiellement, c'est pas tout ça qui va les intéresser. Donc, le bon fundraiser, il va aussi être beaucoup dans l'écoute active pour essayer de trouver le bon angle. Et je pense là notamment plutôt aux grands donateurs ou aux personnes qui font des legs. Si vous avez l'occasion d'avoir des conversations avec des donateurs, c'est génial parce que vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses. Et l'idée derrière ça, c'est de ne pas supposer les besoins des donateurs. Et c'est ce que tu disais, Alexis, tout à l'heure dans ces idées de parfois on se met aussi des barrières nous-mêmes, et les donateurs ont envie de faire plein de choses à nos côtés, et notre job c'est vraiment d'écouter et d'arriver des zones à trouver des zones de rencontre entre l'association et le donateur. Merci beaucoup Céline. Alors le point suivant, c'est de chercher à diversifier les leviers de collecte dans nos stratégies. Donc là, on parle des stratégies de 2026, mais bien sûr, dans les stratégies pluriannuelles à 2, 3 ans, il y en a qui font même des plans à 5 ans. Diversifier les leviers de collecte, pourquoi? Parce que tout simplement, si on s'appuie que sur les grands dons ou que sur le mécénat, bah, du coup, par nature, on s'appuie sur moins de personnes. Il suffit que quelques donateurs clés coupent les vivres pour une raison ou pour une autre, bah, vous vous retrouvez avec un gros trou dans la raquette et ça se ressent sur vos missions sociales. Si on mise que sur la collecte de dons grand public, notamment dons ponctuels, bah, il peut y avoir des changements politiques, il peut y avoir une hausse de la CSG, il peut y avoir de l'inflation, il peut y avoir une forme d'inquiétude qui fait qu'avoir des grands dons à côté, ça peut être bien. Avoir des dons réguliers, ça vous fait un matelas régulier aussi. Et les libéralités, alors là c'est un travail de temps long, les legs donations assurance vie, mais c'est aussi des outils précieux qui peuvent d'un coup vous amener aussi des fortes sommes qui vous sécurisent aussi les projets associatifs parfois sur plusieurs années. On l'a dit, les subventions publiques ont tendance à baisser, donc c'est bien d'avoir d'autres piliers sur lesquels s'appuyer. Donc ça, un modèle économique sain, c'est un modèle qui s'appuie sur différents piliers. Ça passe par le fait d'accélérer la digitalisation. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça prend le pas aujourd'hui en collecte grand public sur beaucoup de choses, notamment le courrier, le, le- le téléphone ou d'autres canaux. Le don régulier, ça vous permet ce matelas. Travailler ce qu'on appelle les gros poissons, bon, c'est les middle et les grands dons, la fameuse règle des 20-80. En tout cas, les petits groupes qui vous donnent des très fortes sommes d'argent. On développe le mécénat, on l'a dit, c'est des choses c'est des cibles qui continuent à donner de plus en plus. Et puis penser libéralité. Alors au-delà de la diversification comme ça théorique de ces leviers de collecte, il faut une feuille de route par axe stratégique. Qu'est-ce que je fais pour accélérer la digitalisation cette année? C'est quoi mon planning? C'est quoi la personne référente au sein de mon équipe? C'est quoi le budget? C'est quoi les objectifs que je peux me donner? Même chose sur le don régulier, même chose sur le grand don, même chose sur le mécénat, même chose sur les libéralités, essayer de penser un plan à moyen terme, comme l'a dit Céline, et de séquencer année 1, année 2, année 3, avec des points d'étape.
de manière trimestrielle, de manière semestrielle, annuelle évidemment. Il faut regarder où on en est par rapport aux objectifs et que chaque responsable de son couloir, quelque part, et de sa feuille de route, puisse rendre compte aux autres aussi que tout ça, ça se joue collectivement parce qu'il y a plein de ponts à trouver entre les différentes bulles qu'on vous présente ici. Un des outils pratiques pour ça, c'est le plan de développement. Alors ça fait très mal aux yeux, mais c'est indispensable quand on rentre dans ce type d'outils. C'est globalement bon, un fichier Excel, hein, généralement et basiquement, où on va mettre pour l'année l'ensemble de nos opérations. J'envoie un courrier à tel moment, je passe un coup de fil à tel moment, je fais une campagne web à tel moment, euh, je fais du mécénat en développant tel club entreprise, telle campagne libéralité. Et je mets tout ça sur un même tableau en indiquant les coûts, les indicateurs de performance, donc ceux dont je vous parlais tout à l'heure, notamment le nombre de dons évidemment, dons moyens, ce qui me donne des recettes et ce qui me permet par axe stratégique, imaginons grand public, grand don, libéralité, puis par outil, tel mailing, telle opération, de voir une performance attendue, de croiser ensuite avec le réel, combien j'ai réellement fait pour être de plus en plus fin dans mes prévisions, et d'avoir un budget comme ça annualisé en recettes et en dépenses. Donc ça, c'est un outil de pilotage génial. Ça peut être un peu complexe à mettre en place si vous n'avez pas l'outil de départ. Mais une fois que l'outil est mis en place, il peut être plus ou moins simple. Évidemment, ça c'est le plan ultra détaillé qu'on vous met là rapidement, mais il y a des outils synthétiques en linkant les cellules entre elles sur Excel. On peut faire un plan synthétique, on voit juste recettes, dépenses, marge par axe. En tout cas, c'est un outil de communication en interne, c'est un outil de suivi et de pilotage qui est précieux. Et là, on est dans la période des budgets pour l'année suivante, donc votre DAF va adorer cet outil. Voilà, s'il n'est pas déjà mis en place. Alors, on avance Céline sur le volet 6, cultiver la proximité et la relation durable. Oui, donc ce point-là, on voulait souligner l'importance effectivement d'être à l'écoute de nos donateurs, mais aussi de partager des informations de manière régulière sur les avancées de l'organisation, les projets, les résultats, les victoires aussi d'étapes, célébrer aussi les petites avancées qu'on peut avoir, et puis ne pas, enfin être vraiment aussi dans le remerciement systématique. Les stratégies, enfin les tactiques de remerciement, ça peut être aussi avec des vidéos, des petits appels ou des mots manuscrits comme on en a parlé tout à l'heure. Voilà, et l'idée c'est aussi de multiplier des points de contact humains. Moi, je sais que pour une association, je me disais toutes les semaines, je vais essayer d'appeler les donateurs pendant, allez, 1 heure et demie, 2 heures, mais pour garder le lien aussi avec les donateurs et pour pas perdre de vue les gens pour qui finalement je travaille, les donateurs. Donc l'importance de considérer aussi l'importance du lien émotionnel. Parce qu'en fait, l'expérience donateur, c'est un parcours qui s'inscrit sur un temps long et c'est pas simplement une addition de petits moments. Et l'idée clé aussi que j'ai un peu développée tout à l'heure, mais qui peut-être que je souhaiterais renforcer ici, c'est ne jamais supposer que le donateur sait qu'il est important. Faut lui rappeler en permanence. Ne jamais supposer non plus les niveaux d'engagement possibles. Vos audiences, vos sympathisants, ils ont envie de faire des choses à vos côtés. Notre job, c'est de leur proposer des options d'engagement qui sont multiples. Un don ponctuel, faire un leg, signer une pétition, enfin voilà, ça c'est vraiment l'idée d'engagement. Merci Céline. Alors, un dernier conseil avant de conclure sur les stratégies 2026. Oui, deux notions qui sont peut-être moins évidentes, mais qui me paraissaient aussi très importantes. Le premier conseil, c'est vraiment d'impliquer votre gouvernance dans votre stratégie de collecte. Le conseil d'administration, en fait, c'est un organe de décision qui est très important dans les associations. Et vous, votre job, c'est aussi d'être ambassadeur de la stratégie de collecte. On est sur des métiers qui parfois peuvent être incompris, mécompris ou peu connus. Donc, c'est très important d'acculturer
votre gouvernance à vos enjeux en tant que fundraiser. Donc ça, c'est le premier sujet important. Et le deuxième, c'est de prendre soin de vous et de vos équipes de fundraiser. En fait, le fundraising, c'est un métier qui est passionnant, on le sait, mais c'est aussi un métier qui est très exigeant. On va être confronté à la pression des résultats, à une charge émotionnelle potentiellement forte en fonction des sujets sur lesquels on travaille. Donc c'est très important de créer des espaces de soutien, de respiration pour vous et aussi pour vos équipes. Parce que le bien-être des équipes fundraising, c'est aussi un facteur direct de performance et de durabilité. Merci beaucoup, Céline. Alors, dernier élément en récap, en photographie, qu'est-ce qu'on a dit ensemble pour la stratégie 2026? Bah, le cap clair, les investissements maîtrisés, discours inspirant, une diversification des ciblages, une relation durable, un budget et planning, ça c'est très important pour votre DAF. Et puis, donc les questions d'implication de la gouvernance qui est clé dans le succès et le fait de prendre soin de soi. Merci Céline de l'avoir rappelé. Et puis merci pour le partage de ces différents conseils. Si vous avez des questions, je vois que ça discute dans le chat. Vous pouvez aussi les poser et continuer à les poser au fur et à mesure et puis on les prendra en fin de session. En parlant des questions, euh, une question pour vous. Quel est votre plus gros enjeu actuel? Donc, on a demandé lors du dernier webinaire quels étaient les enjeux auxquels vous faisiez face ou les questions que vous pouviez avoir. On en a retenu trois qui sont sur lesquels on va revenir à l'instant. Peut-être dès maintenant, si vous voulez nous partager votre enjeu actuel, soit l'optimisation de votre business model, vous êtes en train de valider votre budget avec votre DAF, vous recrutez, vous avez peut-être des difficultés à recruter, voire à impliquer votre gouvernance. C'est quoi votre enjeu du moment? Si vous voulez le partager, c'est le moment. Si vous voulez garder pour vous, c'est aussi tout à fait possible. On respecte ça. En tout cas, l'idée, c'est de vous dire que vous n'êtes pas seul face à ça. Il y a plein de fundraisers qui sont dans les mêmes situations que vous, probablement au même moment que vous. Donc voilà, participez avec l'Association française des fundraisers, il y a des groupes, même au niveau local, qui se créent. Nous, avec WeRise, on est en train de développer aussi un réseau local pour que les personnes puissent se rencontrer, s'entraider. Il y a plein de lieux pour ça. En tout cas, ce métier de fundraiser, c'est un beau métier et l'entraide est importante. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure puisqu'on a lancé une opération d'entraide aux associations de la transition écologique et sociale. Avant de venir à ça, merci d'avoir partagé, Séverine et Marie-Claire, vos enjeux du moment, les appels à dons de fin d'année. Donc ça tombe bien, on est en plein dedans. Et puis, autrement, enjeu principal de faire une campagne réussie sans budget. Effectivement, c'est un défi qui est pas facile en mobilisant les salariés. Sur cet enjeu-là, bah, vous pouvez suivre les un peu feuilles de route qui sont proposées ici. Pour la campagne du Giving Tuesday, on a aussi un kit gratuit qui est à disposition dont on pourra vous remettre le lien. Voilà, et je prends soin de mes gros poissons et je me différencie de FNE National qui est devenue très très forte. Et ben voilà, petite pointe d'humour et d'utilité. Les gros poissons, c'est très important effectivement parce que c'est eux qu'il faut soigner en premier, s'assurer qu'ils redonnent d'une année sur l'autre et puis surtout aller conquérir aussi des nouveaux poissons similaires. Donc, convainquez-les de redonner et essayez aussi qu'ils vous donnent les contacts du reste de la bande de poissons.
Voilà, alors on avance sur les retours qu'on a eus après le webinaire du 30 septembre et surtout des questions. Trois questions, on va aller rapidement là-dessus. Comment développer l'abondement sur une campagne de fin d'année? Comment introduire un appel à dons print? Et puis comment transformer les soutiens de l'association en ambassadeurs pour demain? Développer l'abonnement sur une campagne de fin d'année, au fait, c'est ce qu'on appelle le matching gift en mauvais français anglais. Globalement, c'est vous trouvez une entreprise, un partenaire qui accepte de doubler la valeur des dons. Alors ça, c'est génial, ça marche évidemment très bien. Il y a Bloom dont on avait repris l'exemple le 30 septembre, qui a collecté plus de 200 000 euros grâce à cette mécanique-là. Donc il faut essayer de trouver le partenaire qui va accepter de faire ça. Vous pouvez prendre un mécène existant d'ailleurs et lui dire, bah, écoute, on peut faire une jolie communication autour du chèque que tu as décidé de nous donner cette année en disant aux personnes, bah, voilà, si vous donnez telle somme, votre don est doublé dans une certaine limite. Ou alors, ce que j'avais fait avec Asmaël, la sœur Emmanuel, il y a quelques années, c'était une campagne. Si vous partagez quelque chose sur les réseaux sociaux, c'était sur les rêves. Si vous likez un post, bah, il y a 5 euros, 10 euros qui est donné c'était 1001 repas à l'époque. Donc voilà, réfléchissez qui peut être ce partenaire, quel peut être l'angle de la campagne. Et puis en termes de dispositifs grand public, il y a plein de déclinaisons sympas à faire derrière. Évidemment, c'est difficile à mettre en place son réseau existant, mais bon, on peut toujours faire avec son réseau actuel. Question numéro 2, introduire un appel à don print quand on n'en a jamais fait. Alors, Alexis nous l'a bien présenté tout à l'heure. L'appel à don print, il n'est pas forcément obligatoire, mais c'est vrai que c'est quand même un accélérateur de dons et c'est un accélérateur de fidélisation aussi. Donc, on regarde qui on a dans notre base de données. Est-ce qu'on a déjà les adresses postales? Généralement, quand on a des donateurs, ils ont laissé leur adresse postale pour avoir un reçu fiscal. Donc on regarde qui il y a dans la base, qui serait le plus susceptible de donner dans le cadre d'un courrier ou de donner tout court. On peut faire le courrier par ses propres moyens, hein, c'est pas très compliqué. Une lettre, un coupon, un petit dépliant. C'est bien de mettre une enveloppe retour. Vous pouvez faire appel à un partenaire pour travailler avec vous là-dessus, comme l'a fait FNE. Mettez en avant les projets, ce que vous avez réalisé grâce aux dons et surtout les projets que vous allez réaliser grâce aux dons. Donc ça, c'est très important. Et puis, bah, tester certains groupes, certains types de messages avant d'extrapoler sur une grande quantité. Alexis, oui, je vois que tu as levé la main si tu veux compléter la réponse là-dessus. Oui, et j'en ai pas parlé tout à l'heure. Euh, Quand on l'a jamais fait, enfin, quand on l'a pas fait, en fait, on a attention aux bases de données. C'est-à-dire que nous, l'expérience qu'on a sur les premiers, on a eu beaucoup de retours de non distribution, enfin beaucoup, ouais, enfin 15-20% quand même. Donc ça, ça fait des choses. Donc après, euh, donc les premiers sont moins efficaces. Ce qu'il faut aussi, c'est mettre en place un process pour tous les retours. On les traite dans la base et on nettoie la base de données des gens qui ont déménagé, dont on a perdu l'adresse, qui sont décédés, enfin bref, pour lesquels le courrier n'a pas été distribué. Et puis après, on obtient comme ça des mailings papier qui deviennent de plus en plus efficaces. Mais il faut savoir que c'est un process qui peut être efficace, qui a plein d'avantages, mais qui prend du temps et qui demande une mise en place longue et donc des investissements forts. Les premiers ROI sont pas forcément très élevés quand on le met en place. Merci effectivement, Alexis, pour ce complément. Dernier élément et question qui nous a été posé entre le 30 et aujourd'hui, transformer les soutiens de l'association en relais pour demain, comment on fait? Alors ça, c'est très important d'être dans une politique à la fois de communication et de collecte de fonds, et puis réfléchir en cercle concentrique. Qui sont mes donateurs? Qui sont mes sympathisants? Qui sont mes amis, entre guillemets, qui peuvent être des prescripteurs pour moi? Qui sont les médias ou les entreprises qui ont elles-mêmes des parties prenantes, qui sont mes partenaires aujourd'hui? Pour ces ambassadeurs en puissance ou relais pour demain, bah, essayez d'imaginer quel rôle vous pouvez leur donner en essayant d'établir des groupes et puis peut-être des rôles différenciés, des messages simples à partager, je sais pas,
bah, si vous faites une campagne de fin d'année, prenons la campagne des justiciers de la Terre, vous dites à vos relais, à vos ambassadeurs, on a un post, on voit que tu es très suivi sur Instagram, on a un post type, ça serait génial que tu le partages. On a un événement tel jour, si tu pouvais prendre la parole juste 10 minutes pour nous dire ton expérience sur tel projet ou ton expérience en tant que donateur. On voit que tu as travaillé beaucoup dans le domaine des médias, tu peux pas nous filer un coup de main. Évidemment, il faut personnaliser la demande en fonction de ce que peut vous apporter chaque personne. Et puis ces relais-là, si vous avez réussi dans le cadre d'une campagne à en recruter pas mal, bah, il faut pas les laisser s'endormir pendant un an ou 2 ans. Il faut entretenir régulièrement, vous leur envoyez la newsletter, vous les invitez à un événement, vous provoquez un déjeuner de temps en temps pour les tenir informés de ce qui se passe. Évidemment, vous mettez en place une règle de priorisation pour peut-être pas traiter tout le monde de la même façon parce qu'on n'a pas un temps non plus inconsidéré. Mais en tout cas, c'est très important de les animer dans la durée et puis de personnaliser au maximum ce que vous leur demandez. Dernier élément, et puis on va passer aux questions sur les 10 dernières minutes. On voulait vous partager une opération qu'on a lancée avec WeRise et puis on a déjà une douzaine de fundraisers bénévoles qui font partie de la communauté. Certains, je vois, qui répondent d'ailleurs dans le chat. Ces fundraisers bénévoles, ils ont accepté au fait de donner de leur temps pour offrir 1 heure de conseils personnalisés avec une association, une ONG, une fondation, peu importe, qui a un besoin de collecte de fonds, à la fois pour discuter de sa campagne de fin d'année ou pourquoi pas de sa stratégie 2026. Donc ça s'appelle le Giving Times Day, parce que les fundraisers donnent de leur temps. Donc on a une douzaine. Au jour d'aujourd'hui, on peut accompagner 20 associations par ce conseil offert, avec du coup le rendez-vous et un diagnostic aussi qui est fait en amont. On vous envoie une liste de questions pour pouvoir bien briefer l'expert que vous allez avoir. Et puis il y aura à l'issue de ce rendez-vous une note de recommandation qui vous sera envoyée avec une forme de compte-rendu de ce qui a été dit et compris et les pistes de recommandation qu'on peut vous proposer gratuitement pour vous aider et aider toutes ces associations qui œuvrent à la transition écologique et sociale à être plus forts individuellement et collectivement. Donc on va vous mettre le lien dans le chat pour essayer de faire partie de cette vingtaine d'associations. Bien sûr, on cherche à recruter des fundraisers en parallèle pour que ce soit pas 20, mais peut-être 30, voire 50 associations qui sont accompagnées. Donc n'hésitez pas à compléter le petit formulaire pour faire partie du groupe. Alors, on va se donner 10 minutes pour prendre les questions qui ont pu émerger au fur et à mesure. Donc, posez vos questions dans le chat comme vous le faites bien depuis le début de l'échange. Alors, je vois qu'il y a un certain nombre de questions qui ont été répondues au fur et à mesure. Merci Virginie, qui est une consultante partenaire de WeRise, spécialiste des questions de data, d'avoir répondu dans les premières questions. Je vois qu'au niveau des enjeux aussi, ça a été partagé. Je prends soin de mes gros poissons, ça on a vu effectivement tout à l'heure. Quelle est la meilleure stratégie pour développer les legs? Donc effectivement, Alexis, comme Jimmy, qui est un des consultants WeRise, a partagé un certain nombre d'éléments de réponse. Ce qui est important, c'est effectivement réfléchir à qui peut être comment, testateur chez vous ou pourvoyeur d'assurance vie. Donc ça, réfléchir à vos premiers sympathisants, vos premiers donateurs, pourquoi pas vos bénévoles, voire même vos anciens bénévoles, anciens membres de conseils d'administration qui sont souvent très attachés à la structure. Ce qui compte, c'est de pouvoir faire des outils pour présenter quelqu'un qui ferait la demande d'informations, pouvoir lui envoyer une brochure, une lettre et avoir une personne dédiée au sein de votre structure qui est formée un minimum pour échanger sur les questions de transmission, trouver la bonne posture, se mettre à l'écoute,
et faire ça dans l'éthique et faire surtout dans la bonne approche avec des personnes qui sont parfois fragilisées et qui se posent beaucoup de questions sur la transmission. Donc ça passe par des outils, des moyens auprès de vos premiers cercles d'abord d'aller chercher des demandeurs d'info-libéralité, et puis les entretenir ensuite dans une relation longue qui peut durer 5 ans, 10 ans. Et donc, c'est important que ce cycle relationnel, il soit pas porté par une seule personne au sein de la structure, mais bien porté en termes de promesses par l'ensemble de l'organisation. Voilà, donc on parle de conjoncture. Help pour la location d'adresse, est-ce que c'est possible? Effectivement, la location d'adresse est tout à fait possible. Location d'adresse email ou location d'adresse papier, voire de téléphone. C'est possible. Et ce qui est bien, c'est de faire louer des adresses en phase avec vos donateurs actuels, de tester sur des petites quantités pour extrapoler ensuite ce qui fonctionne bien. Donc il y a des brokers qui sont spécialisés là-dessus en France. Broker, c'est là où on peut louer des adresses. Vous pouvez même échanger des adresses entre associations. Donc c'est un des moyens de prospection, notamment de donateurs un peu âgés qui ont une pratique de don régulière. La location d'adresse fonctionne bien pour leur envoyer des courriers. Donc on a des messages de remerciement, toujours sympa, à Alexis compris. On a une association de Grenoble qui nous parle de son association et des besoins de dons et de bénévoles. Donc pour les Grenoblois, allez rendre visite à l'association ADLCP de Grenoble. Merci Elina d'avoir partagé le questionnaire. Donc c'est pour accéder à ce qu'on appelle le diagnostic ou ce qu'on appelle tout simplement cette opération qui conduit des fundraisers volontaires à offrir de leur temps, 1 heure de conseil et une recommandation. Donc cliquez sur le lien d'Elina, questionnaire pour diagnostic. Et on a enfin Christian qui nous remercie d'ATD Carmonde. Quelle est la date limite pour s'inscrire sur Internet au Giving Tuesday? Alors là, il n'y a pas de date limite, si ce n'est la date du Giving Tuesday elle-même, qui est le 2 décembre. Donc en fait, si vous allez sur le site alors soit sur le site de WeRise qui relaie son partenariat avec le Giving Tuesday, vous pourrez trouver le kit. Vous pourrez trouver les replays de ces webinaires et puis autrement sur le site du Giving Tuesday France, il y a les kits qui sont disponibles et l'idée avec ce kit, c'est de pouvoir tout simplement euh, communiquer à votre base par email sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux. Pourquoi pas faire un événement? Pourquoi pas faire une petite vidéo sympa, un message, ce que vous voulez. En gros, vous inventez la campagne qui va bien. C'est un moment de générosité. C'est un moment aussi qui peut d'ailleurs faire appel à toute forme de générosité, du don bien sûr, mais aussi du temps. Il y a des associations qui ont mobilisé les entreprises mécènes pour aller nettoyer des plages. C'est des moments où parfois on rassemble les bénévoles pour réfléchir au plan pour l'association pour l'année suivante. Il y a des calendriers de l'Avent qui sont produits par le 1% pour la planète et lancés à l'occasion du Giving Tuesday. Donc justement dans ce kit dont Jonas vous met le lien, vous trouverez des idées et ensuite bah, c'est important de faire la campagne par vous-même, hein, pour pas que tout le monde reprenne les mêmes campagnes au même moment, même si on est sur des bases différentes. De rien, Christian, avec plaisir. Séverine, comment entrer en contact avec AFF Lyon? Je veux dire contact privilégié par vous. Eh bien, écoutez, Séverine, on peut demander directement à Yael, la directrice. Éventuellement, Céline, tu connais peut-être les interlocuteurs aussi du côté de Lyon, ou on peut vous mettre en contact en direct avec Séverine, avec les interlocuteurs. Donc, on vous fera un email si vous voulez pour faire la mise en contact et puis trouver les personnes qui sont sur Lyon. Nous, on a des interlocuteurs WeRise sur Lyon avec qui on peut vous mettre en contact aussi si vous voulez faire du partage d'expériences, de bonnes pratiques ou simplement aller prendre un pot
Voilà. Merci, Séverine. Eh bien, écoutez, de rien. Donc, si vous avez des questions, profitez-en, c'est le moment. S'il y en a pas d'autres, eh bien, écoutez, on va se quitter et vous remercier toutes et tous pour ce moment passé ensemble. On est heureux, donc FN04 et tous ceux qui étaient présents aujourd'hui et tous ceux qui vont nous regarder en replay, si on a pu vous être utile et avoir été utile à tous ces acteurs, à vous, de la transition écologique et sociale qui est si précieuse et si urgente. Donc voilà, continuons à nous serrer les coudes, à partager les bonnes pratiques et à être ensemble pour relever ce défi. On va y arriver, on lâche rien. Merci à toutes et tous, à très bientôt. Et merci, un grand merci à Alexis et à Céline d'avoir été là et d'avoir partagé leur expérience précieuse. À très bientôt.